l'actualité politique de France Info. Donc ce matin, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, avec Jean-François Killy et Guy Birenbaum. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Les événements de Jakarta, à l'instant, démontrent que le terrorisme frappe décidément partout au quotidien. Le débat à la une de la presse ce matin porte sur la communauté juive de France après l'agression à Marseille d'un prof qui portait la kippa. Valérie Pécresse, cette communauté doit-elle se cacher? Faut-il ne pas porter la kippa comme l'a préconisé le président du consistoire à Marseille? Non, il n'est pas acceptable que dans notre République, des Français juifs soient obligés de se cacher. Nous ne devons pas renoncer à nos libertés et nous ne devons pas baisser la tête face au terrorisme. Donc le sujet, il est simple, c'est que chaque Français doit pouvoir se déplacer librement et dans le respect des lois de la République, pouvoir afficher ses convictions religieuses. J'allais dire également en sécurité, Valérie Pécresse. En sécurité sur tout le territoire. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a certaines zones, certains endroits, certains quartiers dans lesquels, effectivement, eh bien, les habitants ont peur et on ne peut pas l'accepter. Vous voulez dire que la réponse publique n'est pas au niveau ? Aujourd'hui, nous allons devoir déployer un bouclier de sécurité renforcé pour protéger les Français. Et on le sait, la menace terroriste n'a jamais été aussi grande. Et aujourd'hui, moi, je plaide pour que les régions, qui ont traditionnellement peu de compétences en matière de sécurité, mais en ont quand même certains outils, par exemple la sécurité dans les transports, par exemple la sécurisation des lycées, la sécurisation des commerces. Je plaide pour que les régions jouent plus de rôle et je ferai voter à la séance de la semaine prochaine un bouclier de sécurité, c'est-à-dire un droit de tirage pour les communes, les polices municipales, les salles de spectacle, les lycées, les universités, pour qu'elles puissent accroître leur sécurité en Île-de-France. Vous savez mais vous voulez quoi, une sorte de police régionale? Alors, l'Île-de-France a un budget sécurité traditionnellement qui avait été créé par la droite, qui a été divisé par 5 en 10 ans par la gauche. Elle a une convention avec le ministère de l'Intérieur, il faut la réactiver et elle peut participer au financement d'un certain nombre d'audits de sécurité. Nous avons la responsabilité des lycées. Vous savez que tous les établissements scolaires sont potentiellement des cibles. Et puis nous avons surtout la responsabilité des transports. J'ai demandé à Manuel Valls, ce que j'ai vu la semaine dernière, que nous puissions réfléchir sur une police régionale des transports qui couvrirait y compris le réseau de bus, parce qu'on sait aujourd'hui que le métro est bien surveillé, les trains sont déjà un petit peu moins surveillés, mais quand même encore surveillés, et que sur les réseaux de bus, eh bien, on se sent vraiment en insécurité. On ne peut pas avoir une telle injustice sur les territoires. Valérie Pécresse, puisque nous sommes sur ce débat avec Guy Birenbaum, d'ailleurs, on va vous questionner sur le dépistage du cannabis que vous proposiez. Oui, je vous vois sourire. À l'entrée des lycées, vous avez dit que dès cette année 2016, vous alliez mettre en place des tests salivaires à l'entrée des établissements. Vous allez vraiment faire ça ? Écoutez, on me prête beaucoup de paroles. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle. On ne peut pas dire qu'on lutte contre le décrochage scolaire et faire semblant de ne pas voir qu'il y a un lien direct entre décrochage scolaire et addiction. Donc ce que j'ai proposé, je l'avais proposé à Najat Vallaud-Belkacem au Parlement, c'est la création d'un référent drogue et addiction dans chaque lycée dès la rentrée 2016. Ce référent drogue et addiction, il aura plusieurs outils, j'allais dire, pour lutter contre le phénomène. Un premier outil qui peut être un test de dépistage qui permettrait de faire un état des lieux. C'est légal, c'est déjà possible. Lisez SOS Drogue Info Service, les proviseurs pourraient déjà le faire. Mais ce serait obligatoire. Mais pas du tout. Si vous avez lu mon programme attentivement, vous verrez que c'est marqué, que c'est à la demande des conseils d'administration des lycées. C'est un des outils que je mets à leur disposition. L'outil non, mais je ne parlais pas obligatoire pour les lycées, je parlais obligatoire pour les élèves. Un élève qui refuserait de se soumettre au test, c'est ça ma question. Alors, le test, la façon, c'est un cadre légal qui est cadré par SOS Drogue Info Service. Ce test serait fait par des équipes médicales, dans le cadre du secret médical. Les résultats ne seraient donnés qu'à l'élève, s'il est mineur, à ses parents, et s'ils refusent de se soumettre à ces tests, comme c'est des tests de dépistage qui sont à vocation épidémiologique. L'idée, c'est quoi? C'est de savoir si dans la classe, il y a des problèmes de drogue ou pas. Si l'élève refuse de se soumettre, il est considéré dans le test comme positif. Voilà. Valérie Pécresse, vous êtes toujours députée de la République. C'est d'ailleurs un débat, parce que on se mais l'important de mon plan antidrogue, pardon, excusez-moi, monsieur Killy, je finis, c'est quand même la lutte contre les dealers et le fait de mettre à l'entrée des lycées
en place un système, une bulle de sécurité avec de la vidéoprotection, avec éventuellement un partenariat avec les polices municipales ou la police nationale pour empêcher les dealers d'être aux abords des lycées. Vous savez qu'il y a une réglementation pour empêcher l'affichage publicitaire aux portes des lycées. J'aimerais bien que les dealers, eux aussi, soient interdits des abords des lycées. Mais le lien avec le décrochage scolaire, il se chiffre comment? Est-ce qu'il y a vraiment une relation de cause à effet entre cannabis et décrochage scolaire? Je vous invite à lire toutes les études qui sont faites en ce moment par l'éducation nationale et par les spécialistes du sujet. Oui, on a un lien entre addiction, démotivation et décrochage scolaire qui est avéré dans toutes les études de l'éducation nationale. Valérie Pécresse, toujours en lien avec la sécurité, 3 associations liées à la mosquée de Lagny en Seine-et-Marne, dissoutes, soupçonnées de promouvoir l'islam radical. Est-ce que vous êtes toujours député, donc est-ce que vous voterez la loi constitutionnelle avec à l'intérieur la déchéance de nationalité? Est-ce que vous allez voter cette loi? Alors, sur la question de la déchéance de nationalité, j'ai dit que moi je souhaitais qu'on redonne du prix à la nationalité française. Ça n'est pas un droit, c'est un privilège. Il y a des Français qui se sont battus des années pour devenir Français. Donc il faut redonner ce prix à la nationalité. Moi, j'aurais souhaité que quand on porte les armes contre la France, il y ait une peine qui soit la même, qu'on soit binational ou qu'on n'ait que la nationalité française. Parce que c'est très difficile de comprendre qu'il y ait une différence de traitement. En même temps, il est absolument impossible de créer des centaines ou des dizaines, ne serait-ce que des dizaines d'apatrides. Ça n'est pas possible. Donc à partir de ce moment-là, j'ai proposé qu'il y ait une sanction très lourde qui frappe les binationaux, la déchéance de nationalité, et une sanction très lourde qui frappe aussi ceux qui n'ont que la nationalité française, qui serait l'indignité nationale. Je souhaite qu'on soit sanctionné quasiment de la même manière, sous réserve qu'on ne peut pas faire d'apatride. C'est finalement Manuel Valls qui va porter la loi, et pas Christiane Taubira, la garde des Sceaux, qui s'y est opposée. Fin de la polémique à vos yeux? Non, pas du tout, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une question d'autorité de l'État et d'autorité du Premier ministre. Moi, je suis chevènementiste à fond sur les questions de solidarité gouvernementale. Je l'ai toujours été. Ah oui, la formule magique, c'est ça, oui. Mais oui, mais quand j'étais ministre de l'Enseignement supérieur, il y a eu une circulaire contre laquelle je me suis élevé. La circulaire Guéant sur les étudiants étrangers. Oui. Voilà, Chevènement l'a dit. Quand on est ministre, on est dans une équipe, on ferme sa gueule ou on démissionne. Moi, sur la circulaire Guéant, sur les étudiants étrangers, je n'y étais pas favorable. J'étais voir le Premier ministre, j'étais voir le Président de la République. Ils m'ont dit, on a pris la décision et je l'ai fermée parce que j'étais dans une solidarité gouvernementale. Je pense qu'aujourd'hui, le fait que Mme Taubira prenne en permanence ses distances, c'est du cynisme politique de la part de François Hollande, j'imagine. C'est pour pouvoir avoir une majorité très composite. Moi, personnellement, ça me dérange parce que prenons l'exemple d'un lycéen. Comment voulez-vous dire à un lycéen? Il faut respecter la parole de l'enseignant, il faut respecter l'autorité, il faut obéir tout simplement, et en même temps lui dire « Ah bah la ministre de la Garde des Sceaux, elle peut faire ce qu'elle veut ». Donc elle doit démissionner. Mais moi je crois qu'il faut en tirer les conséquences. Je ne vois pas d'autre issue pour rétablir l'autorité de l'État. Vous savez, le problème, c'est que Christiane Taubira aujourd'hui, elle est le symbole d'un pays où tout fout le camp, où l'autorité aujourd'hui fout le camp. Et bien moi je suis pour le rétablissement de l'autorité, je ne m'en cache pas comme vous l'avez compris. Valérie Pécresse, il y aura lundi des annonces de la part du président de la République en matière d'emploi, d'apprentissage. Et ce matin, sur France Info, Anne-Laure Danier nous révèle que de vos collègues, monsieur Laurent Wauquiez, qui dirige la région Auvergne-Rhône-Alpes, lui, ne sera pas partenaire du plan d'urgence pour l'emploi. Il dit, Laurent Wauquiez, je ne suis pas le sous-traitant du gouvernement. Est-ce que, comme lui, vous allez dire non à tout et au fond... Est-ce que vous allez dire non, le gouvernement n'a pas à nous dicter la feuille de route en matière d'emploi, ou est-ce que vous voulez être un partenaire du gouvernement sur cette question? Il y a pas trois choses. Ouais. D'abord, sans les régions, les annonces du gouvernement seront lettres mortes. C'est-à-dire que M. Hollande... Ça passe par vous? Oui, M. Hollande ne peut pas dire je vais faire plus d'apprentissage et plus de formation professionnelle sans que les régions qui sont compétentes pour cela suivent. Donc en réalité, le gouvernement, le président de la République promet les choses qui dépendent pas de lui, mais dépendent des régions. Ça, c'est la première chose. Moi, personnellement, je suis prête à faire davantage en matière d'emploi. C'est ce que vous avez dit à Manuel Valls. Oui, je l'ai dit à Manuel Valls, je suis prête, parce que la région Île-de-France est dernière de la classe. On est dernière région de France sur l'apprentissage et sur le développement économique. Donc, je suis prête à faire bien davantage, mais moi, j'y mets des conditions. J'y mets des conditions et la première, c'est le financement du pass Navigo à tarif unique.
cette mesure du pass Navigo à 70 € a été prise pour des raisons électorales, on le sait, en septembre, à 2 mois des élections, pour permettre à la gauche de garder la région. Il manque 300 millions d'euros dans les caisses. Vous voulez toujours supprimer la réduction, vous savez... Pardon, mais si je n'ai pas ces 300 millions, vous imaginez bien que je vais être obligé de supprimer des crédits, et mes services me disent sur la formation professionnelle. Avec 700 000 chômeurs en Ile-de-France, c'est inacceptable. Donc je souhaite le financement de ce pass Navigo. J'en ai parlé à Manuel Valls, qui m'a dit qu'il était très ouvert et qui a reconnu qu'il y avait une ardoise de 300 millions léguée par le pouvoir socialiste en Ile-de-France. À propos du pass, vous voulez toujours supprimer la réduction sur les titres de transport accordés aux étrangers bénéficiaires de l'AME, puisque vous cherchez de l'argent. Bien entendu. Non, mais attendez, ça c'est autre chose. Bien entendu, moi je souhaite aujourd'hui que nous revoyions cette tarification. Il y a 75% de réduction pour les étrangers en situation irrégulière et leurs familles en Ile-de-France. Ça coûte des dizaines de millions d'euros de manque à gagner à la RATP et à la SNCF. C'est injuste pour tous ceux qui sont en situation régulière et qui payent plein pot. Valérie Pécresse, avec Guy Birenbaum, on fait faire peut-être la politique, non Un peu de politique, justement, mais je voulais savoir si vous maintenez ou si vous allez vraiment porter plainte contre Claude Bartolone pour ses propos sur la race blanche dans le Nouvel Obs. Ou est-ce que c'était une déclaration pendant la campagne et puis finalement vous dites je laisse tomber? Vous savez, quand l'honneur de quelqu'un est en jeu, et là en l'occurrence c'est mon honneur qui était en jeu puisque j'ai été traité de raciste pendant cette campagne, eh bien on ne peut pas tergiverser. Et on ne peut pas baisser la tête et on ne peut pas laisser tomber. Ce n'était pas un dérapage, M. Birenbaum. C'était une stratégie politique. La stratégie politique qui consiste à dire la droite est raciste et à racialiser la campagne à un mois d'attentats, à un mois d'attentats qui ont endeuillé la région, prendre le risque de communautariser les choses. Vous savez, M. Achilli, moi j'ai une petite fille de 12 ans. Elle a lu sur Internet que sa mère était raciste. Eh bien, ça n'est pas acceptable. La politique n'excuse pas tout. Il y a des choses. Moi, je suis prête à passer l'éponge sur beaucoup de choses. Vous savez, je ne suis pas née d'hier. Les manœuvres politiques, et j'en ai vécu beaucoup. Donc, il y aura plainte. Sur cette question, la plainte sera déposée, sera maintenue. Le comeback, le retour, parlons français, Fabienne Synthèse, je vois que vous levez les yeux au ciel. Pas du tout. Le retour de Jean-François Copé, il s'exprime dans Valeurs Actuelles cette semaine, il revient sur le devant de la scène, sans doute, peut-être, possible candidat à la primaire des Républicains. Commentaire, vous êtes satisfaite? Moi, je vais vous dire, on est aujourd'hui en manque de solutions pour la France. Donc moi, tous ceux qui, dans ma famille politique, apportent des solutions nouvelles, apportent de l'énergie et apportent de l'imagination, eh bien, je suis favorable. Vous êtes en manque de solutions, mais pas en manque de candidats. Non. Alors moi, je ne suis pas en manque de solutions pour l'Île-de-France. J'ai énormément de sujets que je vais aborder dans les semaines qui viennent pour casser les ghettos, pour résoudre les inégalités territoriales, pour relancer l'emploi. Et j'en apporterai un certain nombre à François Hollande s'il le souhaite. Et rapidement, quand est-ce que vous arrêtez d'être député de la République? Vous aviez été engagé, puis là, il y a une procédure, on ne va pas rentrer dans le détail, de recours par rapport à l'élection. Vous allez vraiment lâcher ce fauteuil ou pas? Écoutez, c'est un conseiller, un élu socialiste de Noisy-le-Sec qui a fait un recours contre mon élection. Donc vous attendez? Pardon? Donc vous allez attendre le... Non, pas du tout, pas du tout. Laissez-moi terminer. Il a fait un recours contre cette élection, donc qui fragilisant mon élection. Moi, je suis en train de faire expertiser ce recours. Si, comme je le pense, ce recours est totalement dilatoire et qu'il n'y a rien dedans qui justifie l'annulation de mon élection, alors j'en tirerai les conséquences et je démissionnerai sans attendre la décision du juge. Merci beaucoup, Valérie Pécresse, en direct sur France Info.